pour le diagnostic des infarctus iléo-mésentériques. Ça, je pense que c'est des questions un peu, Pardon. Voilà, pour l'examen, vous m'entendez? C'est bon? Oui. Alors, pour l'examen de choix, pour le diagnostic, on va essayer de faire rapidement. Alors, pour l'examen de choix pour le diagnostic de l'infarctus iléo-mésentérique, bon, cachez c'est clair qu'on est devant une question très facile, hein. L'infarctus iléo-mésentérique, c'est une pathologie vasculaire et l'angioscanner abdominal, c'est le diagnostic, c'est l'examen de choix pour faire en suspect ce genre de pathologie. Alors, devant un ictère du côlon gauche en occlusion, toutes ces options thérapeutiques sont possibles, sauf une, laquelle? Alors, on a comme thérapeutique la colostomie de Prochat, on a la colectomie gauche avec anastomose en insertant, anastomose colocolique en instant, l'intervention de Hartmann, l'iliostomie et l'intervention de Bouy-Valkman. Alors, il faut savoir que devant une occlusion, un cancer du côlon gauche en occlusion, on peut faire l'intervention de Hartmann. Ça veut dire on peut faire une colectomie. On va on va essayer de faire une stomie du segment d'aval et d'amont plutôt et fermer le segment distal. Donc, ça s'appelle l'intervention de Hartmann. Pour le Bouilly-Volkmann, euh, on va faire une double stomie des deux segments, avant et après. Et ça, c'est des options thérapeutiques. Ce n'est pas les meilleures options thérapeutiques, mais on peut réaliser ça. On peut faire la colectomie gauche avec préparation opératoire du côlon, puisqu'on doit nettoyer le côlon opératoire et faire l'anastomose colocolique en insertant. C'est une option thérapeutique possible, avec l'avantage, bien sûr, de traiter l'occlusion et traiter la cause en insertant. Traiter le cancer et traiter l'occlusion. Mais elle a comme inconvénient majeur, c'est la longueur. Elle est une intervention qui est longue. Elle peut atteindre 3 heures ou plus. Chez un malade souvent fragile, qui a une occlusion intestinale aiguë avec une distension abdominale, avec peut-être des antécédents, chez un malade porteur de plusieurs antécédents, peut-être qu'il s'agit d'un malade diabétique, hypertendu, cardiaque et tout. Donc, on ne connaît pas le patient, on ne maîtrise pas le patient. Donc, ce qui risque d'exposer le patient à des complications, à des mortalités augmentées. Donc, la quatrième option, c'est la colostomie de Prochamont. C'est une technique qui permet de traiter l'occlusion, mais uniquement l'occlusion. Donc, on va lever l'obstacle. Et une fois le patient extubé, donc c'est une intervention qui est rapide, par voie élective. Une fois le malade extubé, on va l'hospitaliser dans un service de chirurgie froide. On doit compléter la coloscopie, on va faire la biopsie, on va avoir la preuve à la patte, on va faire l'examen, le bilan d'extension clinique et radiologique. On va classer la tumeur, on va faire un avis d'anesthésie. Donc, on va maîtriser le patient, on va maîtriser les antécédents du patient et on va réintervenir 10 jours en général, 10 à 15 jours, dans des meilleures conditions. D'accord? Donc, par contre, l'hélostomie, ce n'est pas une option thérapeutique envisagée dans le cancer du côlon gauche. Donc, la réponse juste, c'est l'héliostomie. Alors, toutes ces propositions sont des facteurs de risque pour le cancer du côlon, sauf une, laquelle on a l'alimentation riche en graisse, l'alcool, le tabac, la polypose, la PAF, la polypose alimentaire familiale et l'alimentation riche en fibres alimentaires. Bien sûr, la bonne réponse, c'est le E, l'alimentation riche en fibres végétales. C'est un facteur qui protège contre le cancer chronique. Donc, j'insiste encore une fois sur le facteur de risque
des cancers, que ce soit l'œsophage, l'estomac ou le côlon ou le rectum. Concernant le cancer de l'œsophage, toutes les propositions sont des facteurs de prédisposants, sauf une, laquelle, bien sûr, le sexe masculin, c'est un facteur de risque pour le cancer de l'œsophage. Le jeune âge, non. C'est un cancer qui est fréquent chez les sujets âgés. Donc, la bonne réponse, c'est B. La carence en vitamines A et B, aussi, c'est des facteurs de risque pour le cancer de l'œsophage. Les brûlures caustiques, l'œsophagite peptique aussi, c'est un facteur de risque. Le diverticule de Zinker, c'est un facteur de risque. L'alcool, bien sûr, l'alcool, c'est un facteur de risque aussi. Mais il y a d'autres facteurs de risque. Il y a les cancers ORL, qui sont des facteurs de risque. Il y a euh, il y a le RGO qui expose à l'œsophagite peptique. Donc, il y a plusieurs facteurs de risque qu'il faut connaître. Pardon. Oui. Vous avez dit tout à l'heure que les cancers ORL peuvent faire partie des facteurs prédisposants au cancer de l'œsophage. Oui, ben, en général, en matière de carcinome épidermoïde, il faut toujours associer, lorsqu'on pose le diagnostic d'un carcinome épidermoïde au niveau de l'œsophage, il faut toujours impérativement faire une bronchoscopie. Pourquoi? À la recherche d'un cancer ORL. Il faut faire un examen ORL, puisque l'association est fréquente. D'accord? Donc, je ne sais pas si on peut dire que c'est un facteur de risque, mais en général, il y a une association entre les deux. Pour la question suivante, le kyste du foie peut se compliquer par. Pardon, ça s'est coupé encore une fois. Vous avez dit qu'il y a une association fréquente entre les deux cancers d'œsophage Voilà. et l'ORL. Voilà. Oui, il y a souvent une association. Surtout, puisqu'il faut savoir qu'en matière de cancer d'œsophage, il y a deux types histologiques. Il y a l'adénocarcinome et il y a le carcinome épidermoïde. En général, le carcinome épidermoïde, il y a une association entre les cancers ORL et le cancer. Bien sûr, il y a d'autres il y a d'autres il y a d'autres que Pardon, on n'entend pas, on vous entend pas, monsieur. Alors, je vous ai dit que les cancers ORL synchrones, ça veut dire lorsqu'on pose un diagnostic d'un carcinome épidermoïde œsophagien, on a un risque de 22% de trouver un cancer ORL synchrone. OK? Et pour ça, certains pensent que c'est des facteurs de risque, mais en général, c'est des localisations qu'il faut rechercher. D'accord? Donc, il y a les Patterson ou de Blomer-Vincent. Il y a tout ce qui est 41, B, il y a l'obésité, radiation, les antécédents. Euh, voilà. Donc, tout ça, et il y a des articles de Zinker. Donc, tout ça, c'est des facteurs de risque pour le cancer œsophagien. Pardon, monsieur, le son se coupe toujours. Je vais voir. Alors, Allô, monsieur, on vous entend pas. Il y a un problème le son? de son. Alors, je vous ai expliqué qu'il y a une association. Est-ce que vous m'entendez? Maintenant, je vous entends, oui. Il y a une relation étroite entre le carcinome épidermophagien et les cancers de la sphère ORL. Il faut savoir que le risque de mettre en évidence cancer ORL lors du diagnostic d'un cancer œsophagien est de 22%. Il y a un risque de 22% de cancer ORL synchrone au moment du diagnostic. Donc, ça ne doit pas passer inaperçu. Donc,
lorsqu'on pose le diagnostic d'un carcinome épidermoïdo-œsophagien, il faut toujours rechercher un cancer ORL, à se compléter par une bronchoscopie. Voilà, c'est une question de. Pour les facteurs de risque, il y a plusieurs facteurs de risque. Pour le cancer d'œsophage, on a le méga-œsophage, on a l'RGO, on a l'œsophagite peptique, l'œsophagite caustique, on a les vésicules de Zenker, on a le syndrome de Pleumal-Vincent, il y a plusieurs diagnostics risques à connaître. D'accord? Donc, alors, pour la prochaine, pour la question, oui, vous m'entendez? Finalement, les cancers ORL sont des facteurs de risque ou non? Certains pensent que c'est des facteurs de risque, mais c'est beaucoup plus, pas des facteurs de risque, c'est des cancers qu'il faut associer à des facteurs à des cancers qu'il faut rechercher. D'accord? D'accord. Alors, pour le kyste hépatique du foie, peut se compliquer de rupture dans la voie biliaire principale, c'est juste. Rupture phrénothoracique, c'est juste, c'est spécifique pour les kystes hépatiques du dôme hépatique. La rupture dans le péritoine, oui, à l'occasion d'un traumatisme abdominal violent, lorsqu'il s'agit d'un kyste, on est devant un kyste volumineux. Un traumatisme abdominal, il peut provoquer une péritonite par rupture d'un kyste hépatique. Donc, c'est possible. La rupture intra-viscérale dans l'estomac, dans le côlon, c'est possible et aussi à travers une fistule, plutôt kysto-gastrique ou kysto-colique. La rupture intravasculaire, surtout, ça concerne les kystes hépatiques postérieurs au niveau du foie droit qui sont en contact avec la veine cave. Donc, toutes les propositions sont justes, toutes ces complications sont décrites dans kyste hépatique. Alors, toutes ces informations concernant le carcinome hépatocellulaire sont justes, sauf une. Bon, il faut savoir que le carcinome CHC, le carcinome hépatocellulaire, c'est le cancer le plus fréquent, le cancer hépatique le plus fréquent, loin devant le cholangiocarcinome, les tumeurs de Klatskin et les cancers des voies biliaires intra-extra-hépatiques. Donc, alors, pour la proposition A, l'on présente la variété la plus fréquente des tumeurs primitives du foie. Oui, c'est juste. Se développe habituellement sur une cirrhose, oui, sur un foie pathologique, pas forcément cirrhotique, mais le plus souvent, c'est un foie de cirrhose. Se développe habituellement sur un foie sain, faux. Donc, la bonne réponse, c'est le C. Donc, il faut savoir que le CHC peut se développer sur un foie sain, mais pas habituellement. De toute façon, très exception. Il faut savoir que le scanner IRM avec triple acquisition artérielle parenchymatose portale sont les deux examens de référence. Ça veut dire que après un scanner avec injection IRM avec injection, on va observer l'aspect typique de washout, donc une hypervascularisation au temps artériel et un aspect en washout à la phase portale, donc c'est très spécifique pour le CHC. Ça peut s'expliquer par le fait que le CHC il a une vascularisation exclusivement artérielle. C'est pour ça, lors de l'injection artérielle, il va prendre le contraste, il va on va présenter un lavage au temps portal. Ça veut dire ce washout à la phase portale peut être expliqué par la présence de shunts, des anastomoses entre les branches de l'artère hépatique et les branches de la veine porte en intratumoral. Donc, c'est un aspect très, très évocateur du CH. Voilà. Alors, pour les complications possibles devant des vomissements, il faut savoir que le vomissement, c'est un motif de consultation qui est fréquent quand même en chirurgie ou en gastro. Alors, les vomissements peuvent avoir comme complication la déshydratation, oui, c'est vrai, l'hypocalémie, c'est vrai, l'insuffisance rénale, bien sûr, conséquence d'une déshydratation, le syndrome de Mendelssohn ou l'inhalation, oui, c'est juste, et le syndrome de Berhave. C'est quoi le syndrome de Berhave? C'est une perforation au niveau de la partie distale de l'œsophage, secondaire à des vomissements répétés. D'accord? Donc, si je vous donne comme proposition le syndrome de Mallory-Weiss, vous allez cocher la bonne réponse. Mallory-Weiss aussi. Donc, toutes ces complications sont justes par rapport aux complications des vomissements.
Alors, l'indication de la cholecystectomie, 6 propositions, sauf une. Laquelle? Bon, de façon très claire, je vais vous expliquer rapidement les indications de la cholecystectomie. Bon, on doit enlever que des vésicules biliaires lithiasiques symptomatiques. OK? Ça n'a pas de relation avec macrolithiase ou microlithiase. Ça n'a pas de relation avec l'âge, avec les sujets âgés ou les sujets jeunes. Donc, on opère que on opère que les lithiases vésiculaires symptomatiques. OK? Bien sûr, il y a d'autres indications en dehors de la lithiase. Il y a les polypes supérieurs à 1 cm qui sont une indication opératoire. Il y a les calcifications au niveau de la paroi vésiculaire qui sont aussi une indication opératoire. D'accord? Pourquoi c'est des indications opératoires? Parce que c'est des facteurs de risque de cancer de la vésicule. Plutôt sont représentés par toutes ces propositions, sauf une. Donc, on va chercher la seule possibilité où on doit rechercher donc la seule possibilité où il n'y a pas une indication opératoire. Donc, pour la vésicule biliaire microlithiasique symptomatique, c'est une indication opératoire. Pour la vésicule biliaire macrolithiasique symptomatique, c'est une indication opératoire. Pour les calcifications vésiculaires, c'est une indication opératoire. Pour les polypes vésiculaires supérieurs à 10 mm, c'est une indication opératoire. Pour les polypes vésiculaires de 5 mm, là, il n'y a pas une indication opératoire. On ne doit pas faire une cholecystectomie, mais on doit la patiente après, après quelques mois. D'accord? Donc, la vraie réponse, c'est la réponse E. Pardon. Pour Oui. pour le polype de 5 mm et au-dessous, qu'est-ce qu'on fait? Allô? Allô? Alors, pour les polypes de 5 mm, il ne faut pas faire de cholecystectomie, il ne faut pas réaliser de geste chirurgical, il n'y a pas d'indication, mais au max, on peut surveiller, on peut présenter la patiente pour une surveillance régulière, on peut refaire une échographie après 3 mois pour. Le son se coupe toujours, malheureusement. Allô? D'accord? Le son s'est coupé, malheureusement. Alors, j'étais en train de vous expliquer que pour le polype vésiculaire de 5 mm, il n'y a pas une indication opératoire, il ne faut pas faire de geste chirurgical. Donc, il faut essayer de surveiller, de refaire une échographie après 3 mois et voir les dimensions de ce. Non, il n'y aura pas d'indication opératoire pour ce genre de polype. Et pour les microlithiales asymptomatiques, Microlithiase asymptomatique aussi, ça c'est une question très fréquente. Il y a beaucoup de gens qui mélangent les choses et qui pensent que la microlithiase vésiculaire, même asymptomatique, est une indication opératoire. C'est faux, ce n'est pas une indication opératoire. On n'opère pas les microlithiases asymptomatiques, ni les macrolithiases asymptomatiques. D'accord? Donc, il faut retenir l'information suivante. On doit opérer que les vésicules biliaires lithiasiques symptomatiques. Ça n'a pas de relation avec micro ou macro, ça n'a pas de relation avec l'âge ou le sexe. D'accord? mais avec les microlithiases, il y a le risque d'avoir des Même, prostatites, des... oui, on n'opère pas une microlithiase asymptomatique. D'accord? Puisqu'il faut savoir que 20% des lithiases vésiculaires, il y a uniquement 20% des lithiases vésiculaires qui sont symptomatiques. Il y a 80% de lithiases vésiculaires asymptomatiques. On ne va pas s'amuser à enlever toutes les vésicules biliaires asymptomatiques.
puisque le geste de cholecystectomie n'est pas, comme la plupart des gens pensent, n'est pas un geste aussi banal que ça. Un geste qui expose, un geste qui nécessite une anesthésie générale, c'est un geste chirurgical, c'est vrai, avec une certaine, on le fait avec une certaine facilité et tout, mais il y a beaucoup de complications post-opératoires et les complications post-opératoires hémorragiques et biliaires sont des complications très graves. D'accord. On peut citer les traumas de la voie biliaire, on peut citer la litiase résiduelle, on peut citer l'angiocolite et tout. Donc il ne faut pas s'amuser à enlever toutes les vésicules biliaires, y compris asymptomatiques. Donc, j'insiste, on opère. C'est disponible, je pense, même dans la littérature. Hein. Donc, il faut juste pour les gens, faut juste lire. Les recommandations internationales sont claires. OK? On n'opère que les lithiases vésiculaires symptomatiques. Il n'y a pas un microcalcul, un microlithiase vésiculaire asymptomatique, on ne l'opère pas. D'accord? OK. D'accord, merci. Alors, parmi les propositions suivantes, cochez les 3 propositions qui sont en rapport avec un tableau de cholécystite aiguë. Alors, un tableau de cholécystite aiguë, typiquement, c'est quoi? C'est une défense avec une de Melfi. C'est une défense au niveau de la fosse iliaque droite avec fièvre. Bien évidemment, l'ictère ne fait pas partie d'un tableau clinique d'une cholécystite aiguë. Alors, les 3 propositions, on a la colique hépatique, on a un taux de lépasémie à 800 unités internationales, on a une paroi de la vésicule biliaire à 7 mm, on a une hyperleucocytose et on a un épanchement péritonéal de grande abondance. Alors, la réponse juste, c'est bien évidemment une colique hépatique. Ça concorde avec le tableau d'une cholécystite. Une lipasémie à 800, ça n'a pas de sens par rapport à un tableau de cholécystite. Un épaississement de la paroi vésiculaire, on parle d'un épaississement de la paroi vésiculaire au-delà de 4 mm. Donc, une paroi vésiculaire à 7 mm, c'est une paroi vésiculaire qui est épaissie. Donc la réponse est juste. Une hyperleucocytose aussi, il y a une réponse qui est juste, on est en train de décrire un tableau d'une cholécystite. Donc, c'est une complication de la lithiase vésiculaire. Et la cholécystite, elle est définie par l'inflammation de la paroi de la vésicule. Donc, la bonne réponse, c'est A, C et D. Alors, une patiente âgée de 40 ans, une poussée de cholécystite aiguë avec une hyperleucocytose à 20 000 éléments par millimètre cube, une infiltration de la graisse périvésiculaire avec oligurie. Selon vous, quel est le grade de cette cholécystite d'après les recommandations de Tokyo? Alors, il y a une classification que vous devez apprendre par cœur. Il y a la classification de Tokyo concernant les cholécystes. C'est une classification qui divise la cholécystite en 3 grades, grade 1, 2 et 3. Grade 1, il n'y a pas de critères cités dans le grade 2 et 3. Pour le grade 2, il s'agit d'une cholécystite dont le débit remonte à plus de 72 heures, avec à la FNS, les globules blancs supérieurs à 18 000 de blanc, avec une masse palpable, donc une vésicule biliaire qui est palpable, ou des signes, des signes inflammatoires. Ça veut dire soit un abcès hépatique, soit un abcès périvésiculaire, soit une péritonite biliaire localisée, soit une cholécystite emphysémateuse, soit une cholécystite gangréneuse. Donc, ça, c'est la définition du grade 2. Le grade 3 est défini par une défaillance d'une grande fonction, soit cardiaque, soit neurologique, soit respiratoire, soit un taux de plaquettes inférieur à 100 000. Donc, pourquoi c'est important de connaître cette classification? C'est pour ajuster le traitement. Pour le grade 1 et 2, on doit donner un traitement antibiotique pendant 2 à 3 jours et puis orienter le patient pour un geste chirurgical. Après 2 à 3 jours du traitement médical, on fait la cholécystectomie par voie cilioscopique, bien sûr. Pour le grade 3, là, l'attitude doit éviter le traitement chirurgical. Donc, on doit insister sur la correction d'une éventuelle défaillance multiviscérale. Donc, on doit laisser le traitement chirurgical, retarder le traitement chirurgical au-delà de 2 à 3 mois. OK? Donc, là, dans les données,
il y a les blancs à 20 000, il y a l'oligurie. Ça veut dire il y a une insuffisance rénale, d'accord? Et visiblement, il s'agit d'une cholécystite grade 3 de Tokyo. Donc, si on vous pose la question, quelle attitude vous pouvez retenir face à cette cholécystite grade 3, vous allez répondre antibiotiques et réanimation et cholestictomie après 2 à 3 mois. OK? Alors, le syndrome de Mérisy correspond, cochez la bonne réponse, il y a une seule réponse qui est juste. Alors, il correspond à un calcul qui a migré dans la voie biliaire principale de la vésicule biliaire à travers le canal cystique. Un calcul de la voie biliaire principale qui a passé à travers une fissure cholécysto-cholédocienne. Une compression de la voie biliaire principale par un calcul enclavé dans le collet vésiculaire. Une obstruction de l'intestin par un calcul qui a migré dans le duodénum. Une compression de la voie biliaire principale par l'œdème périvésiculaire. Alors, la première et la deuxième proposition sont fausses. Bon, il n'y a pas de calcul qui est dans la voie biliaire principale suite à une qui a subi une migration soit à travers le canal cystique, soit à travers une fissure cholédocienne, ça n'a pas de sens. C'est la définition d'une lithiase de la voie biliaire principale. Pour la troisième proposition, la réponse C, c'est plutôt D, c'est l'obstruction de l'intestin par un calcul qui provient de la vésicule biliaire dans le duodénum. Donc, ça, c'est la définition d'un syndrome de Bouvray, ok, le syndrome de Bouvray ou de l'hélius biliaire qui provoque une occlusion par un macrocalcul qui a traversé le duodénum, puis tu as une fissure cholécysto-duodénale, et puis qui présente un obstacle en général dans la dernière once intestinale. Alors, une compression de la voie biliaire principale par l'œdème périvésiculaire, c'est faux. Donc, la bonne réponse, c'est la réponse C. C'est une compression de la voie biliaire principale par un macrocalcul en général, 2 à 3 cm, enclavé dans le collet vésiculaire. Et la définition syndrome de Mérisy. Alors, vous retenez comme indication à une cholestictomie A, une migraine accompagnée de vomissements chez un patient porteur d'un calcul vésiculaire mobile. B, un polype vésiculaire de 12 mm. C, microlithiase vésiculaire asymptomatique chez une femme de 22 ans. D, microlithiase asymptomatique chez une femme de 66 ans. Toujours asymptomatique. E, macrolithiase vésiculaire asymptomatique chez une femme de 66 ans. Alors, à votre avis, quelle est la bonne réponse? On a déjà expliqué ça. La bonne réponse, c'est B. C'est un polype vésiculaire de 12 mm. C'est la seule indication opératoire. Pour la microlithiase asymptomatique chez la femme de 22 ans, on a déjà expliqué que ça n'a pas de relation avec l'âge, ni avec le sexe. Donc, une femme, un homme âgé de 72 ans, âgé plutôt de 60 ans, 70 ans, 22 ans, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de relation avec micro ou macro aussi. Et pour la première proposition, c'est une question un peu piège. Donc, une migraine accompagnée de vomissements chez un patient porteur d'un calcul vésiculaire mobile. Alors, la réponse, bien évidemment, c'est faux, puisque les symptômes, la symptomatologie de la lithiase vésiculaire, ce n'est pas une migraine accompagnée qui peut accompagner des vomissements. OK? Ça, c'est une question piège. Donc, la migraine qui accompagne les vomissements chez un calcul vésiculaire mobile, peut-être qu'il a un calcul vésiculaire mobile, mais les symptômes de la lithiase vésiculaire, ce n'est jamais une migraine avec vomissement. Lorsqu'on est devant un patient qui présente une migraine avec vomissement, c'est autre chose. Mais tout sauf une cholécystite ou lithiase vésiculaire symptomatique. Donc, la bonne réponse, c'est B. Alors, une hernie inguinale étranglée est une hernie douloureuse, oui, c'est vrai, c'est la bonne réponse. Non impulsif à l'atout, oui. Réductible si elle est volumineuse, faux.
jamais réductible. Une hernie étranglée n'est jamais réductible. Donc, réductible si volumineuse ou si petite, ça n'a pas de sens. Son collet est situé au-dessus de la ligne de Malgame. Oui, la ligne de Malgame, elle va relier l'épine iliaque antérieure supérieure à l'épine du pubis. Donc, c'est la projection de l'arcade crurale. Donc, c'est juste. Elle est éventuellement accompagnée de dysurie. Oui, on peut observer des dysuries, des troubles de la mission lors d'une hernie inguinale étranglée. Voilà, donc il y a une seule réponse qui est fausse, donc elle est réductible si volumineuse. Donc la bonne réponse c'est A, B, D et E. Alors, quelle serait votre conduite devant un homme âgé de 50 ans qui présente une lithiase vésiculaire symptomatique associée à une lithiase de 6 mm au niveau de la voie biliaire principale? Ça, c'est une question un peu difficile. Bon, il faut savoir qu'il y a 3 options thérapeutiques. Soit c'est la réponse A, B et C. Donc, on a le droit, donc, devant un patient qui présente une lithiase vésiculaire symptomatique avec lithiase de la voie biliaire, on a le droit de faire la cholecystectomie suivie par la sphinctérotomie endoscopique. On a le droit de faire le contraire. Donc, on commence par la sphinctérotomie endoscopique, puis la cholecystectomie. Soit, la troisième option, on fait la cholecystectomie par voie cystoscopique. En même temps, en opératoire, on fait la sphinctérotomie en un seul temps. Donc, c'est les 3 réponses justes. Soit, pour la réponse D, la sphinctérotomie chirurgicale, non, c'est une réponse fausse. Et la proposition E, sphinctérotomie endoscopique uniquement, non, c'est une réponse qui est fausse. Donc, la bonne réponse, c'est A, B et C. Alors, concernant la hernie crurale, donc à la différence de la hernie inguinale, toutes les propositions sont justes, sauf une, laquelle? Alors, c'est une hernie c'est une hernie de la région de l'aine, c'est vrai. Un type de hernie au niveau de la région de l'aine. Elle est fréquente chez la femme, vrai. La hernie crurale, elle est fréquente chez la femme. L'étranglement herniaire est fréquent, aussi c'est vrai, puisque c'est une hernie qui est un peu dangereuse, puisqu'elle expose beaucoup à l'étranglement herniaire. Elle apparaît au-dessous de l'arcade crurale, aussi, c'est une proposition qui est vraie. Donc, au-dessus, c'est la hernie inguinale, au-dessous, c'est la hernie crurale. Son diagnostic est souvent facile chez la femme enceinte. Ça, c'est faux. Ça, c'est faux. C'est la réponse juste. Donc, il faut savoir que la hernie crurale, c'est un type de hernie de l'aine. Elle est fréquente chez la femme. Le risque d'étranglement est très fréquent. Elle apparaît au-dessous de l'arcade crurale, mais le diagnostic de la hernie crurale est souvent difficile. Est souvent difficile, surtout chez la femme obèse, puisque la palpation de la région crurale, elle est presque impossible chez la femme obèse. Et parfois, on aura recours même, on pose le diagnostic euh, grâce au scanner. C'est le scanner qui permet à la fin de poser le diagnostic d'une hernie crurale étrange. Alors, pour l'occlusion intestinale aiguë passe, elle est caractérisée par des vomissements précoces. Passe, non, c'est faux. B, l'arrêt des matières et des gaz est précoce. Oui, c'est vrai. Donc, c'est une occlusion qui est passe. Le retentissement important sur l'état général avec déshydratation, la réponse est fausse. C'est faux. Pourquoi? Puisque c'est l'occlusion intestinale haute qui donne un retentissement important sur l'état général avec déshydratation. Pourquoi déshydratation? Parce qu'il y a des vomissements en premier plan. Donc, le retentissement sur l'état général et la déshydratation, ce n'est pas spécifique pour l'occlusion basse, mais c'est spécifique pour l'occlusion haute. Météorisme important, oui. Météorisme important, c'est aussi spécifique pour l'occlusion basse. Alors, l'abdomen sans préparation montre des niveaux hétéroïriques périphériques, c'est vrai, périphériques, c'est une occlusion haute, plus large que haute. Donc là, c'est une question un peu piège. Donc la réponse est fausse. Les niveaux sont plus hauts que larges. L'occlusion intestinale basse. Donc la bonne réponse, c'est B et D. Pourquoi le retentissement sur l'état général concerne beaucoup plus l'occlusion haute?
puisqu'il y a les vomissements dans l'occlusion haute, il y a les vomissements au premier plan. D'accord? Pour l'occlusion basse, il n'y a pas de vomissement. Il y a l'arrêt des matières et des gaz. Mais il y a une séquestration toujours de liquide pour l'occlusion basse. Oui, 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 mais en général, l'altération de l'état général et la déshydratation font suite aux efforts de vomissement, donc les vomissements en répétition, et ça aggrave le troisième secteur. Tu vois, il y a des vomissements, il y a des pertes liquidiennes importantes. Donc, il y a des vomissements au premier plan. Donc, le malade, les vomissements sont précoces par rapport à l'occlusion basse. OK? D'accord. Alors, parmi les propositions concernant le mécanisme physiopathologique d'une appendicite aiguë, l'appendicite, il faut savoir, c'est l'urgence la plus fréquente. Sa physiopathe, c'est la physiopathe, c'est la théorie canalaire, hein. C'est l'obstruction de la lumière appendiculaire par quelque chose, par un stercolite, c'est vrai. C'est une proposition qui est juste, par l'hypertrophie muqueuse, par une tumeur appendiculaire, par un corps étranger, un noyau de cerise, par exemple. Toutes ces propositions sont justes. Pour la proposition E, par une compression par une tumeur ovarienne. Donc, il y a une tumeur ovarienne qui est en train de comprimer l'appendice et ça provoque une appendicite. Ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Puisque je vous ai déjà dit que la physiopathe, c'est la théorie canalaire, c'est l'obstruction de la lumière par soit un stercolite, soit autre chose. Donc, la bonne réponse, quand j'ai la réponse fausse, donc la réponse fausse, c'est E. Un jeune âgé de 20 ans qui présente une hémorragie digestive haute, type hématémèse, et qui a dans les antécédents, donc il rapporte dans les antécédents la notion d'un traumatisme abdominal de l'hypocondre droit. La notion de ce traumatisme au niveau de l'hypocondre droit. Donc, il s'agit probablement, avec ces données, hémorragie, un jeune, 20 ans, hémorragie digestive haute, avec antécédent de traumatisme hypocondre droit, il s'agit probablement de lésion de Mallory Weiss. Non, c'est un diagnostic qu'il peut évoquer, puisqu'il n'a pas rapporté de notion de vomissement à répétition ou d'alcoolisme. Il n'a pas rupture de varices œsophagienne est jugée fausse. Pourquoi? Puisque c'est un malade de 20 ans et ce n'est pas un malade de 70 ans avec antécédent de cirrhose. D'accord? Un malade avec antécédent de cirrhose qui présente une hémorragie digestive haute, c'est une rupture de varices jusqu'à preuve du contraire. Okay? Donc la réponse est fausse. Un cancer gastrique, c'est un diagnostic peu probable à écarter. Pourquoi? Puisqu'on est devant un jeune âgé de 20 ans et il n'y a pas assez de facteurs de risque de cancer gastrique. Immobilie, oui. C'est la proposition, c'est la réponse juste. C'est quoi l'immobilie? C'est communication entre les voies biliaires et les vaisseaux natrales. Donc, elle peut faire suite à un traumatisme abdominal. Il faut savoir que le diagnostic qui doit être évoqué est confirmé par l'angioscanner. C'est l'angioscanner abdominal qui confirme l'immobilie. Et un ulcère gastrique, c'est un diagnostic peu probable, mais avec les antécédents d'un traumatisme abdominal, le diagnostic le plus probable, c'est l'immobilie. Docteur? Je pense que ça va se couper. Oui. Oui. Mais sinon, si tu veux, il reste quelques questions, on peut les avec la deuxième séquence. Je vous